reviens dans la maison de mon enfance. Mais quand je la vois, j'ai l'impression de ne jamais avoir le regard aussi creux. Quand je vois cette maison, je lève la tête. Je regarde un instant le ciel qui s'assombrit. Quand je regarde le ciel qui s'assombrit, j'ai l'impression de regarder la maison de haut. Je regarde alors la porte, je la scrute, et attentivement je prends la poignée en main. Je tire la porte vers moi, et je rentre à l'intérieur. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir si peur. Je rentre dans cette maison que pourtant j'ai connue. Quand j'ai tiré la porte vers moi, j'ai eu l'impression de sentir un froid, comme si mon sang, qui parcourait mes veines, était devenu glacial d'un seul coup. Comme si le sang qui parcourait mes veines était devenu glacial d'un seul coup. J'entre dans la maison. Je me retourne et je prends fermement la poignée. Je ferme la porte et je regarde les étages. Il y a un escalier, long et large, qui passe tout autour de la maison, contre les parois. Cet escalier qui passe contre les parois, contre les étages, tout autour, à chaque fois je peux voir que là où il s'arrête, il y a une petite fenêtre. Je regarde la maison attentivement. Il y a un étage. Au premier étage, il y a une chambre. Mais je n'ai jamais eu si peur. Je regarde l'intérieur de la maison, avec un visage creux. Je regarde l'extérieur de la maison, quand je suis arrivé en face, avec un regard creux, encore une fois. Je n'ai jamais eu un regard aussi noir, aussi sec et aussi froid, pour regarder un endroit que je connais. J'arrive devant cette maison, et j'ai un regard creux. Je regarde l'arbre sur le côté. C'est un arbre sec. Il n'y a plus rien qui pourrait pousser dessus. Il n'y a plus rien qui pourrait pousser dessus. Il n'y a pas une feuille. Toutes les feuilles qu'il y a en dessous sont secs, sèches et mortes. Toutes les feuilles qu'il y a en dessous, les tas de feuilles, sont secs, sèches et mortes. J'aperçois un corbeau se mettre sur la rambarde. J'aperçois ce corbeau se mettre sur la rambarde de la fenêtre, la rambarde de l'escalier à l'intérieur. Je lève les yeux au plafond et je regarde le lustre. Le lustre pend et est accroché à une chaîne presque rouillée. C'est une chaîne presque rouillée et je regarde ce lustre attentivement. Je me tourne vers la porte d'à côté. J'aperçois à l'extérieur, sur l'arbre mort sur lequel plus rien ne peut pousser, qu'il y a quelques feuilles qui lui tournent autour. Il y a quelques feuilles qui lui tournent autour et j'aperçois l'arbre de dehors, j'aperçois l'arbre. Quelques feuilles lui tournent autour, quelques feuilles sont à terre et sont en train de joncher le sol. Ces feuilles qui jonchent le sol font en sorte que je ne vois même plus l'herbe. Je ne vois même plus l'herbe et le regard que j'ai envers cette maison est froid. L'herbe, je ne la vois plus, car les feuilles grises, les feuilles noires, les feuilles brunes, marron foncé, sont en train de joncher le sol. Ces feuilles marron foncé, brunes et grises jonchent le sol. Je les regarde et je m'abaisse devant une seule feuille. Je la prends et par rapport à l'arbre, je la lève dans le ciel. Je la prends avec mes deux mains, je la lève dans le ciel, par rapport à l'arbre, par rapport au-dessus de l'arbre. Cet arbre sur lequel plus rien ne peut pousser. Je le regarde et je prends la feuille entre mes mains. Je la froisse et je regarde qu'elle tombe en miettes. Elle tombe en miettes entre mes mains et c'est à l'intérieur que j'entends une porte grincer. Je rentre et la porte de la bibliothèque est ouverte. J'avais entendu une porte grincer. Quand j'ouvre la porte et que je prends la poignée, la porte de la bibliothèque est ouverte. Il y a 3 livres sur le côté qui sont étalés par terre. La couverture ouverte, le livre est ouvert et les pages sont contre le sol. Les pages sont contre le sol, les livres sont ouverts et la couverture est vers le haut. Je regarde les pages à laquelle ils sont ouverts. Je rentre dans la bibliothèque. J'y mets à peine un pied à l'intérieur que j'ai déjà froid. Je mets à peine un pied à l'intérieur de la bibliothèque que j'ai déjà froid. Je regarde ce qu'il y a. Il y a une grande armoire avec des livres. Un livre est tombé et il est par terre à côté de la fenêtre.
Il est par terre, à côté de la fenêtre, et je le ramasse. Je l'ouvre et c'est un album photo. À l'intérieur des photos, je vois plein de photos, mais aucune de moi. Je continue mes recherches et je regarde les livres autour de moi. Autour de moi, je n'aperçois que des livres, des bibliothèques qui sont pleines. Je n'aperçois que des lustres qui se balancent, des fauteuils gris, des fauteuils bruns et des fauteuils noirs. Je n'aperçois que des fauteuils en cuir brun, en cuir gris. Les fauteuils en cuir noir sont un peu gris et légèrement déchirés sur les côtés. Sur les bas-côtés et sur les côtés du fauteuil, le fauteuil noir en cuir, il est légèrement déchiré et déchiqueté, comme s'il y avait un rat qui avait creusé son terrier à l'intérieur et qui y était rentré, ou comme si quelqu'un avait, pendant longtemps, comme si quelqu'un avait frotté ses ongles contre la paroi du cuir. Il est légèrement déchiré, ce qui fait de lui plus un fauteuil noir mais un fauteuil gris. Je le regarde, je m'assieds dessus un instant, et je regarde en face le long fauteuil qui me regarde lui aussi. Je suis assis sur ce fauteuil en cuir noir, qui est gris parce que quelqu'un a légèrement frotté ses mains contre. Quelqu'un a posé ses mains de chaque côté du fauteuil et a commencé avec ses ongles à effleurer comme des cicatrices. Il a effleuré comme des cicatrices avec ses ongles, laissant les marques de ses ongles qui frottaient contre le cuir. Je ressens cette sensation quand je m'assieds dessus et que je mets mes mains de chaque côté. En face, je regarde le fauteuil marron foncé, sur lequel il y a exactement les mêmes marques. Les marques d'un ongle qui est venu se frotter, les marques d'une main et de 5 doigts, 5 ongles bien acérés. 5 ongles bien acérés et 5 ongles bien assez longs et bien assez forts pour venir y faire des marques. Pour venir y frayer des marques, je regarde les marques qu'il y a. Je me demande alors que c'est peut-être 5 ongles et 5 doigts, avec des ongles assez durs et assez rudes, des mains rugueuses qui sont venues très certainement souvent frotter le cuir de ce fauteuil. Des mains rugueuses, des ongles aussi durs que de la pierre, des ongles aussi froids, aussi frigides qu'ils ne peuvent le paraître, sont venus frotter le cuir de ce fauteuil, laissant ainsi des cicatrices et des marques tout autour comme si quelqu'un frottait et grattait, était en train de creuser un trou avec ses propres ongles et ses mains rugueuses, la paume de ses mains qui était juste posée à l'avant du fauteuil. Ses mains rugueuses et ses ongles qui frottèrent légèrement pendant longtemps et très longtemps, laissant ainsi des marques à l'intérieur comme des griffes. Mais les ongles devaient être aussi froids et aussi durs que de la pierre. Je regarde et les ongles devaient être aussi froids, aussi durs que de la pierre pour laisser des marques pareilles. Ou alors ce sont des rats qui ont creusé un terrier et je me suis assis à l'intérieur d'un fauteuil. Et je me suis assis sur un fauteuil à l'intérieur duquel résident des rats ou alors peut-être des ratons laveurs. Peut-être résident des rats et des ratons laveurs à l'intérieur de ce fauteuil. Ils y ont creusé leur terrier avec leurs petites griffes acérées. Ce n'est peut-être pas des ongles humains, des ongles secs comme de la pierre, qui sont venus frotter, des ongles acérés, qui sont venus ensuite laisser ces marques. Je regarde le fauteuil en face, le fauteuil brun. Il est intact, il n'y a pas de marque d'ongles, il n'y a pas de marque de main, il n'est même pas usé. Et je regarde les pieds de ce fauteuil. Je regarde les pieds de ce fauteuil, ils sont en bois, du bois usé. Je regarde le parterre. Le parterre est fait de planches en bois et de plaques en bois. Je le regarde, il n'est pas usé non plus. Encore moins les pieds de ce fauteuil marron foncé en face de moi. C'est comme si on venait tout juste de venir le poser dans cette maison, alors qu'il n'était pas là quand j'étais jeune. J'ai l'impression de ne plus connaître l'intérieur de cette maison, et pourtant c'est la maison de mon enfance. Je remarque cette pièce que j'ai connue autrefois. Cette pièce que j'ai connue autrefois, je la remarque. C'est une ancienne paroisse, une ancienne église. Je regarde au-dessus de moi et il y a des maîtres couturières. Elles sont accrochées aux poutres au-dessus de moi, et tous ces maîtres couturières, je les regarde. Au bout, il y a une poupée qui ressemble à un jeune enfant. Et je regarde ces poupées qui ressemblent à des jeunes enfants, des bébés.
des nouveau-nés ou alors peut-être des nourrissons. Ce sont des nourrissons, tous pendus à des maîtres couturières. Je regarde la paroisse. Juste devant moi, il y a un autel. Il y a un autel et je regarde cet autel. C'est une autel qu'on trouve dans les églises, pas autre part. On ne la trouve pas autre part et je m'approche de l'autel. Je laisse légèrement ma main effleurer la table. Et je m'assieds sur une chaise que je rapproche de l'autel. Ma main effleure légèrement la table et je m'assieds à côté. Je regarde le calice qui est en face de moi. En face de moi, je regarde le calice. Je le prends, espérant y voir du vin. Il n'est pas rempli de vin, mais de gouttes d'eau. Des gouttes d'eau qui tombent du ciel. Je regarde au-dessus de moi. Il pleut dehors, et je m'aperçois que juste au-dessus de moi, le plafond est fissuré, troué. Je regarde alors le plafond fissuré, troué, et dehors j'entends la pluie. Ce qui tombe dans le calice, ce sont les légères gouttes de pluie, 2, 3, 4 gouttes de pluie qui tombent dans le calice, les unes après les autres, le remplissant jour après jour. Autour de moi, il y a tous ces bébés, pendus par le cou, des petits nourrissons qui n'ont rien demandé. Je les regarde attentivement, la tête levée vers le ciel. Les uns après les autres, ils ont tous un regard creux et froid, comme j'avais envers cette maison. Ils ne regardent pas le sol, ils ne regardent pas les armoires, ils ne regardent pas les fenêtres. Derrière moi, j'aperçois un homme avec un grand manteau noir. J'aperçois derrière moi un homme avec un grand manteau noir. Je me retourne et je le vois toujours. Il est caché derrière une partie d'un mur. Ce mur est effondré sur le côté, mais j'arrive tout de même à le voir. Derrière la partie de ce mur qui est effondrée, il n'y a plus rien. Derrière la partie du mur qui est encore debout, cet homme, ce monsieur que je ne connais pas, cet individu, en sa possession, il a une hache. Il me regarde et en sa possession, il a une hache. Je vois que son visage paraît étrangement grand. Son visage paraît étrangement grand et je m'approche de lui. Je vois qu'il a un masque qui cache son vrai visage. Il me regarde et se tient droit. Son grand manteau noir cache ses jambes. Il s'approche et je ne peux voir que de grandes chaussures noires qui s'approchent de moi. J'entends ses pieds contre le sol et je le vois. Il laisse traîner la hache derrière lui. Elle ne traîne pas sur la lame, mais elle traîne sur l'arrière de la hache. La lame est vers le haut et il la tient par le manche. Il traîne cet outil de jardin derrière lui et il me regarde. Il ne dit pas un mot et il s'arrête juste à côté du mur sur lequel il s'était caché. Ce mur à moitié détruit, qui est à l'entrée de la porte. Il s'arrête juste devant, me regarde. Son manteau noir tombe jusque par terre et les coutures atterrissent dans une matière que je ne connais pas encore. Ce peut être du bois qui a été brûlé. Ce peut être des cendres, ce peut être aussi autre chose. Mais je vois que les coutures de son grand manteau noir atterrissent dans une matière noire qui a l'air dense. Elle a l'air peut-être voire même dure, mais elle n'est pas assez légère pour être ce que je pense être. Elle n'est pas assez légère pour être ce que je pense être, c'est-à-dire des cendres. Ce n'est pas assez léger pour être des cendres, ce n'est pas assez léger pour être de la terre, ce n'est pas assez dense non plus pour pouvoir être de la terre qui provient de dehors. Je m'abaisse et je regarde cette matière qu'il y a par terre. C'est un mélange de bois, c'est un mélange d'eau, c'est un mélange de terre, de pierre et aussi de ciment. C'est un mélange de toutes ces matières, le ciment, la terre, la pierre. Il y a aussi un peu de ce qu'il y a sur les murs, du plâtre. Il y a un peu de plâtre, ce qu'il y a sur les murs, mélangé à de la terre. Et toutes ces matières ensemble forment cette matière visqueuse qu'il y a par terre.
Je la regarde, le mot approprié n'est peut-être pas visqueux. Le mot approprié n'est pas visqueux, mais plutôt, je dirais, dense. C'est une matière très dense qui se mélange entre la terre, entre le plâtre, qui se mélange entre la pierre, et entre peut-être de temps en temps de l'eau de pluie qui tombe du toit. Le toit est fissuré. Il est penché sur le côté, un peu détruit, jusqu'à en toucher ce mur qui est détruit lui-même. Je le regarde et tous ces bébés sont pendus à des maîtres couturières. L'homme disparaît d'un coup derrière le mur détruit. Je regarde de l'autre côté du mur détruit, et ce mur qui s'est effondré, derrière je regarde. Le manteau noir de cet homme disparaît tout au fond dans la forêt. Dans la forêt, le manteau noir de cet homme disparaît tout au fond. J'entends encore les bruits de ses pas s'éloigner de plus en plus, et finir par disparaître à l'intérieur de la forêt. Je le vois qui luit avec son grand manteau noir et ses pas, qui ne sont pas légers, mais qui sont lourds. Ses pas, qui sont lourds et qui pèsent sur le sol, disparaissent dans la forêt. Il disparaît avec ses pas, ses pieds et ses grosses chaussures noires, qui pèsent sur le sol. Je prends cette matière noire de plâtre, de terre, de morceaux de pierre. Cette matière noire de pierre, de terre, de plâtre, et aussi de beaucoup d'autres choses comme de la cendre que je pourrais trouver dans la cheminée. Comme de la cendre que je pourrais trouver dans la cheminée, comme du bois qui a pourri, ou alors comme de la terre, du plâtre ou encore de la pierre. Ce qu'il y a au mur comme de la poussière ou encore bien d'autres choses. Je regarde cette matière visqueuse et je m'approche d'un corps par terre. C'est un corps qui est par terre avec un livre en main, posé sur lui comme si c'était un artefact. Posé sur lui comme si c'était un artefact, ce corps qui est par terre à la peau noire. Il me regarde et a les yeux tournés vers la fenêtre. Je regarde cet homme ou cette femme aux longs cheveux gris. Cette femme aux longs cheveux gris, avec des ciseaux de couturière en main. Je la regarde, son cadavre à la peau noire, a les yeux qui sont tournés vers la fenêtre. Je prends alors le livre qu'elle a en main. En dessous du livre, il y a une main coupée. La main a l'air d'être neuve. C'est une main qui a été coupée et qui a été cicatrisée il n'y a pas longtemps. Cette main a été coupée et cicatrisée il n'y a pas longtemps. Je la prends et je la bouge, je regarde la main de la femme qui tenait elle-même des ciseaux de couturière en main. Il y a des ciseaux de couturière entre la main coupée et entre le bras, qui est par terre sur le sol. La main qui est coupée sur le cadavre et qui était en dessous du livre, je la prends. Il y a du vernis rouge et étincelant sur chaque ongle. Je la prends, je la regarde. À l'arrière, je vois que le moignon de la main a été cicatrisé. Je vois qu'il a été cicatrisé non pas naturellement, mais qu'on l'a fait à la main. Je vois que c'est quelqu'un qui l'a fait à la main, que le moignon n'a pas cicatrisé naturellement. Je vois que c'est quelqu'un qui a pris du fil, une aiguille, qui a pris un fil et une aiguille, et qui a pris un coussin à aiguille pour y mettre toutes ses aiguilles, qui a pris du fil et qui a recousu cette main. Ça a été fait par quelqu'un qui a du savoir-faire en la matière. Ça a été fait par quelqu'un qui a du savoir-faire en la matière. Je regarde cette main et je m'approche. Visiblement, le fil auquel l'aiguille est en train de pendre, est toujours accroché dans la main. L'homme ou la femme qui a dû cicatriser cette main découpée a dû oublier de couper avec des ciseaux couturiers. Il a dû oublier, ce couturier ou cette couturière, de couper le fil avec des ciseaux de couturière. Je prends les ciseaux de couturière par terre, je les prends, je les dépose près de la main, et je prends celles qui sont à la main du cadavre, et je coupe le ciseau couturière. Je coupe le fil qui reste, et j'entends l'aiguille tomber à mes pieds. Je la ramasse et je la regarde attentivement. L'aiguille tombe à mes pieds et je la mets dans le coussin à aiguille. L'homme porte un petit bracelet. Je regarde une charnière avec dedans. Dedans, je regarde sur le côté du cadavre, juste en dessous du cadavre, en dessous de son omoplate et proche de son épaule. Proche de son épaule, en dessous de son omoplate et en dessous de son dos. Contre son dos, il y a juste une charnière qu'on devrait normalement mettre dans une porte. À l'intérieur de la charnière, il y a une clé qui a été tournée. Je la tourne et la charnière s'ouvre.
La charnière n'a pas été posée ou déposée dans une porte. Je prends cette charnière, je la garde en main. Je la mets dans la poche de mon jeans et avec les couteaux couturiers, je coupe ce qui dépasse de la main. La main coupée, je prends alors ce qui dépasse de cette main coupée. Je prends le fil et je le lâche par terre. La petite aiguille tombe et je la mets alors sur le coussin à aiguille. Je la dépose et c'est un bracelet. C'est un bracelet que je prends par terre, un bracelet en or. C'est un bracelet en or que je prends par terre. Et ces bracelets en or que je trouve un peu partout dans la maison sont disposés de manière à être visibles. Ils sont disposés à être vus de manière visible, comme si quelqu'un voulait qu'on les trouve. Je prends ces plusieurs bracelets en or que je pose sur le cadavre. Et sur le cadavre, je vois qu'il a une manchette avec un coussin à aiguille. C'est également là que j'ai posé l'aiguille, sur le coussin à aiguille. Je prends ensuite le fil qui est tombé à mes pieds. Je déplace le cadavre et je le mets près de la fenêtre, assis contre un rideau. Je regarde la couture du rideau, qui lui elle-même n'a pas été coupée. Je la coupe une nouvelle fois avec les couteaux couturiers. Avec les couteaux couturiers, avec les ciseaux couturiers, je coupe les fils et je regarde tous les rideaux qui sont plaqués contre les murs, mais la couture qui n'arrive pas contre le sol. Je soulève les rideaux et je les mets contre l'appui de fenêtre. Je regarde par la fenêtre et il y a cette femme devant qui me regarde. Il y a cette femme debout devant la maison qui me regarde avec un regard creux et vide. Je regarde cette femme, je dispose à l'intérieur. Je regarde cette femme, je recule d'un pas, de 3 pas, de 2 pas, de 4 et puis de 6, et je me recule à l'intérieur. Je dispose, je ferme la porte derrière moi, et je regarde le cadavre noir. La femme ressemble comme 2 gouttes d'eau exactement au cadavre. Je la regarde et je sors, elle n'est plus là. Quand je sors et que je regarde par la vitre, par la fenêtre de la maison, elle est à l'intérieur. Elle me regarde avec ce regard noir et vide. Je rentre à l'intérieur, je ne la vois plus, le cadavre non plus. Je regarde à la cave, il fait juste vide et je ne peux voir que les 3 premières marches. Je rentre dans une pièce, étrangement similaire à une pièce que je connaissais autrefois. Et je regarde. Par terre, il y a cette poupée. Par terre, il y a cette poupée, en face d'un nouveau-né, un petit nourrisson. Je commence à penser que les gens qui vivaient ici autrefois avaient quelque chose avec les nourrissons. Je regarde ce nouveau-né. Il me paraît bien. Il me paraît en bonne santé. Quand je m'approche de ce nouveau-né, il me paraît bien en bonne santé. Plus je m'approche de lui, plus je vois que en face, il y a une poupée qui le regarde. Elle a une manchette à la main. Cette manchette est un coussin sur lequel on plante les aiguilles. C'est un coussin à aiguilles et je regarde les aiguilles de couture. Il y a quelques aiguilles de couture qui sont tombées par terre. À côté, il y a une boîte à aiguilles de couture. La poupée est en train de sourire. Elle a la tête penchée sur le côté. Le nourrisson est droit, le dos assis, contre le mur. Je regarde la poupée. Toutes les aiguilles de couture ont disparu. Toutes celles qu'il y avait dans la boîte sont par terre. Je regarde la poupée. Elle a le visage penché, mais cette fois-ci pas face à la fenêtre. Cette fois-ci, elle a le visage penché face à moi. Je la regarde et je commence à avoir peur. Je m'approche du nourrisson. J'entends des pleurs partout dans la pièce. Je le vois qui bouge un bras. Je le vois qui bouge un autre bras. Et je m'approche de lui. Je ferme la porte derrière moi. La nuit, j'entends ce nourrisson pleurer. Je me dis qu'il est peut-être vivant. Je descends les escaliers à toute allure. À toute allure, je descends les escaliers. Je marche et je défile les rampes. Je défile les marches les unes après les autres. Je vois que le jeune enfant est assis par terre, allongé. Je vois que son visage est mécontent, comme s'il pleurait et que quelque chose n'allait pas. Plus je m'avance, plus je vois son visage qui est mécontent. Ses yeux sont noirs et creux, vides de peur, tandis que ceux de la poupée sont avides de vengeance.
Pourquoi une poupée voudrait se venger sur un nouveau-né qui n'a rien fait? Je regarde le nouveau-né, je le remets comme il était. La poupée se penche en avant. Elle se retient de tomber. La poupée se retient de tomber, elle se penche en avant. Arrivée par terre, elle me regarde avec un sourire. Un sourire des plus troublants et perturbants. Je regarde cette poupée qui me regarde d'un sourire troublant et perturbant. Quand je vins à me mettre par terre, je regarde le nourrisson. Toutes les aiguilles qu'il y avait par terre, les aiguilles qu'il y avait dans la manchette et dans le coussin à aiguilles, ont disparu. Je me demande alors où elles sont et je tourne la tête sur le côté. Je penche la tête vers la poupée et je la regarde. Elle me regarde avec ce sourire perturbant. Je regarde par la fenêtre et cette femme est juste en face de moi. Elle me fait un signe, mais elle n'a pas d'expression. Je ne peux pas dire si elle est perdue. Je ne peux pas dire si elle est triste. Je ne peux pas dire si elle cherche son chemin. Je ne peux même pas dire qui c'est. Mais je la vois rentrer dans la maison. Je regarde le nouveau-né et je vois que toutes les aiguilles à couture qui étaient plantées dans le coussin à couture. Je vois que la manchette qui était au bras de la poupée a disparu. Je ramasse toutes les aiguilles, celles qui restent, et je regarde l'enfant. Il y a du sang qui sort de sa tête. Il y a du sang qui sort de son crâne, et l'enfant pleure. Soudainement, je retire chaque aiguille. Le sang est en train de sortir de son crâne. Le sang sort de son crâne par petits trous. Par petite aiguille qui a percé son crâne, le sang commence à sortir par gouttes de sang. Il y a des gouttes qui tombent le long de son crâne et qui arrivent jusqu'au bord de ses yeux, jusqu'au bord de son nez, dessinant ainsi le trait de son nez, dessinant le trait de ses lèvres, le trait de son visage, le trait de ses yeux, de sa bouche. Le sang tombe par gouttes au bord de ses lèvres, au bord de son nez, au bord de ses yeux. Partout sur son visage, il est couvert de sang. Le nourrisson tombe et je m'effondre en pleurs. Je retire la dernière aiguille et les pleurs cessent autour de moi. La poupée a arrêté de sourire. Elle se retourne et elle se met face au mur, dans un coin, comme si elle était punie, comme si elle voulait se punir de ce qu'elle avait fait. Je la regarde, je me retourne et par la fenêtre, la femme est rentrée. La porte s'ouvre délicatement et j'entends le grincement de la porte. Elle me regarde mais ne dit rien. Je ne sais toujours pas dire si elle est fâchée. Je ne sais toujours pas dire si elle est contente. Je ne sais toujours pas décrypter les émotions sur son visage, mais la porte s'ouvre avec tant de délicatesse que j'arrive à l'apercevoir arriver lentement. J'arrive à apercevoir sa silhouette arriver lentement. La porte s'ouvre avec peu de délicatesse, soudainement, violemment. J'arrive à la voir devant moi. Elle m'apparaît très vite devant mon visage, me tient par le bras et me demande de la suivre. Je la suis car je ne sais pas si elle est triste, contente, ou si alors elle est fâchée. Je ne sais pas si elle est énervée, si elle est noyée dans la rancœur. Je ne sais pas ce qu'elle ressent, alors je la suis. Tous les soirs, il y a l'esprit de ce vieil homme qui me regarde. Je ne lui ai jamais donné de nom, mais il me regarde tous les soirs. Tous les soirs, il apparaît dans son costume. Il apparaît dans un costume noir. Sa cravate est abîmée. Et ses boutons de manchette tombent le soir juste devant lui. Il tient une bougie en main et il y a la cire qui part sur son bras. La cire part sur son bras, la bougie commence à fondre jusqu'à ce que la flamme atteigne ses bras et ne brûle ses doigts. Il me regarde et a le regard tourné vers l'intérieur. Il a le regard tourné vers l'intérieur et l'esprit de cet homme me regarde tous les soirs. Il tient en main cette bougie qui ne s'éteint jamais. La nuit, à l'intérieur, elle laisse une fenêtre allumée. Il est assis là tous les soirs, et quand je descends, je le vois. Il me suit du regard. Il me suit du regard, et moi je ne le suis pas du regard, j'essaye de l'éviter. Il tient en main cette boîte, une boîte noire, en carton. Cette boîte noire en carton est abîmée, mais il la tient en main.
tout de même. Je m'approche de lui et quand je m'approche de lui, j'ai l'impression que tout autour il y a des ombres. J'ai l'impression que tout autour il y a des ombres quand je m'approche de lui, comme les ombres qui ressemblent à des silhouettes d'enfants. Ça ressemble à des silhouettes d'enfants quand je m'approche de lui. De loin, ça ne ressemble qu'à une grande ombre qui peut faire la taille des 2 murs qu'il y a derrière lui. Ça peut faire la taille des 2 murs qu'il y a derrière lui quand je m'éloigne, mais quand je m'approche, on dirait des enfants qui sont derrière lui. Est-ce que ce peut être sa famille? Est-ce que ce peut être des enfants? Quand j'y réfléchis, j'ai l'impression que c'est des enfants, peut-être qu'il a tué. Peut-être que c'est des enfants qu'il a tués, que c'est un ancien tueur en série. Peut-être que ce sont tous ces enfants qui sont prisonniers à l'intérieur de cette maison. Peut-être que ce sont ces enfants qui font apparaître et qui ouvrent les portes de la bibliothèque. Peut-être que ce sont ces enfants qui m'ont montré ces poupées, qui m'ont montré ces nouveau-nés. Je le regarde et je me demande alors les similarités qu'il y a avec le cadavre. Je réfléchis un peu à tout, les similarités qu'il y a avec le cadavre. Les enfants, à qui appartiennent-ils? Un jour, j'arrive devant un mur, je vois tous des noms de famille. Je vois tous des noms de famille différents, tous des noms différents. J'essaye de parler à l'homme quand il apparaît. La bougie est bientôt à la fin. La bougie est presque à sa fin, elle est presque terminée, presque entièrement fondue. La cire a coulé le long de ses doigts. Ses ongles sont fondus. Je regarde ses ongles sont fondus. Il y a du sang au bout de ses doigts, il y a du sang. Il y a de la chair qui tombe de plus en plus. Je me dis alors que la cire doit être brûlante, que la flamme a disparu, mais elle a dû lui brûler le bout des doigts. Au bout des doigts, il y a de la chair qui tombe par terre. J'arrive à voir le peu de ses os qui sont encore visibles. Mais la chair tombe comme si elle était en train de fondre comme la cire. La bougie qu'il tient en main, il finit par la lâcher. Le peu de chair qu'il reste sur ses doigts, je n'arrive plus à les voir. Le peu de chair qu'il reste sur ses doigts commence à tomber. À ce moment-là, j'arrive à voir les os de ses doigts. J'arrive à voir ses phalanges, j'arrive à voir les os de ses doigts. Il tenait fermement la bougie, aussi fort que ses os pouvaient être sur la cire de la bougie. Aussi fort que les os de ses doigts pouvaient être sur la cire de la bougie. Il la tenait fermement. Aussi fort que ça. Je le regardais. Il se lève. Il part derrière moi. Ferme la porte. J'entends crier une femme. Une femme hurle. Et je me souviens du dernier cri que j'ai fait. Et je pense alors. Je réfléchis. Il sort et je réentends hurler quand la porte se ferme de plein fouet. Quand il vient se réasseoir qu'avec avec les os de ses doigts, il reprend la bougie. C'est avec les os de ses doigts qu'il reprend la bougie, qu'elle recommence à fondre et que la chair commence à se réaccrocher à ses doigts. Néanmoins, ses doigts sont en train de brûler. La chair se défait et est en train de tomber par terre, morceau par morceau, petit morceau par petit morceau. Le sang fait alors une flaque de sang juste devant le fauteuil brun sur lequel il y a des marques d'ongles qui ont été tracées. Qui ont abîmé le fauteuil. Ces marques d'ongles qui ont fini par abîmer le fauteuil. Le même fauteuil dans la bibliothèque sur lequel je m'étais assis. Il y a les paumes de ses mains qui sont contre le fauteuil. Je sens qu'elles sont en train de brûler parce que ça sent la chair humaine. La peau de sa paume est en train de tomber par terre. La peau de sa paume, la peau de ses doigts. La chair de ses doigts et la chair de sa paume appuyées contre le fauteuil. Ses ongles qui sont en train de gratter et qui laissent des marques sur le fauteuil sont en train de tomber. Je sens la chair humaine et je sens les doigts qui sont en train de brûler. Notamment les os. Je sens les os et les doigts qui sont en train de brûler. Je le regarde et il me tient.
Il me tient par le regard, et je ne peux plus m'en décrocher. Seulement je vois les ombres derrière, et je veux lui poser la question qui sont ces enfants qui sont avec toi, car j'ai vu leur nom, leur prénom, gravés sur un mur, peut-être avec un couteau, ou avec les ciseaux d'une couturière. Il y a l'esprit d'une vieille femme, dans un parapluie. Dans un parapluie, il y a l'esprit d'une vieille femme. Je viens toujours dans cette pièce. Il y a un petit cheval basculant. Dans cette pièce, en face de la fenêtre, il y a un petit cheval à bascule, qui se bascule d'avant en arrière, basculant ainsi toute la nuit d'avant en arrière. De temps en temps, j'entends les rires d'un enfant, espérant trouver un enfant sur ce petit cheval à bascule. Je ne trouve qu'un fauteuil, un cheval à bascule, qui bascule d'avant en arrière. Je ne trouve que ça, mais j'entends quand même cet enfant rire. De temps en temps, je suis dans ma chambre, je regarde par la fenêtre, les bras croisés. Je regarde par ma fenêtre, les bras croisés, je suis dans ma chambre. De temps en temps, j'entends un enfant qui monte les escaliers. Je l'entends monter les escaliers et dévaler les escaliers marche après marche, tenir la rampe et faire glisser la paume de sa main dessus. Arriver au-dessus de moi, au-dessus de ma chambre, au 2e étage. Je l'entends arriver sur ce cheval à bascule. Je regarde au-dessus de moi, les bras croisés, la tête relevée vers le haut. Je regarde le plafond et je l'entends se positionner sur le cheval à bascule. J'entends ensuite le cheval à bascule, d'avant en arrière. Il se bascule, d'avant et d'arrière, d'avant et d'arrière. J'ouvre la porte et je ne le vois que face à la fenêtre, d'avant en arrière, me regarder. Et oui, j'ai la sensation de temps en temps que le cheval à bascule me regarde. Il me regarde comme si les yeux du cheval étaient fixés sur moi. Comme si les yeux du cheval étaient fixés sur moi, il me regarde. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Mais il n'y a personne. L'enfant est parti. Un jour, je me suis mis à la fenêtre après avoir entendu l'enfant dévaler les escaliers, marche après marche, et mettre la paume de sa main sur la rampe, monter et se positionner sur le cheval à bascule. Je suis arrivé, j'ai ouvert la porte, et j'ai vu une femme assise quand j'ai ouvert la porte de 3/4. Quand j'ai ouvert la porte de 3/4, j'ai vu une femme assise. Je l'ai vue, et elle me regardait. La tête penchée, son regard était beau. Son regard était beau. C'était une femme avec une longue robe blanche. Elle était là, assise, et son regard était tendre. Il était aussi tendre que quand je peux mettre, aussi tendre que quand j'ai mis mes pieds nus dans l'herbe. Son regard était aussi tendre que quand je mettais mes pieds nus dans l'herbe. Quand je faisais ça de temps en temps, j'arrivais à sentir le bout de chaque brin d'herbe sur la plante de mes pieds. Sur le talon de mes pieds, sur la plante de mes pieds, j'arrivais à sentir chaque brin d'herbe. Et j'arrivais surtout à sentir la rosée du matin mouiller la plante de mes pieds et les talons de mes pieds, ainsi que entre mes orteils et sur le bout de mes orteils. Je marchais jusqu'au lac et je positionnais mes mains juste contre la terre mouillée encore humide devant laquelle passait le lac. Cette jeune femme était assise et me regardait. Elle avait la tête penchée sur le côté et les 2 bras qui étaient en train d'appuyer contre le cuir. Elle avait les 2 bras qui étaient en train d'appuyer contre le cuir par leur seul poids. Par le seul poids de ses avant-bras et de ses bras, ils appuyaient contre le cuir, et ses ongles étaient à l'intérieur du cuir, et elle frottait, elle grinçait contre le cuir. Elle grinçait et elle frottait contre le cuir. Elle était crispée et attachée au cuir, et elle laissait ces mêmes marques qu'il y avait sur les fauteuils. Je la regardais, et quand j'ai ouvert, je n'ai vu qu'un parapluie déchiqueté, en dessous desquels il y avait des petits ratons laveurs. Il y avait un raton laveur, un grand raton laveur, supposant que c'était la mère, la femelle. Je l'ai regardé. Un autre raton laveur un peu plus petit, mais de la même taille est arrivé. Supposant que c'était le père, je l'ai regardé. Il y avait 3 petits qui me regardaient avec de petits yeux noirs. Ils étaient en dessous du parapluie, et moi je les regardais. J'ai pris le parapluie et la jeune femme est réapparue. Son regard était encore tendre et doux. Elle me regardait. Son regard tendre et doux a disparu quand j'ai pris le parapluie. Quand je l'ai laissé ouvert, elle était là avec son regard aussi tendre et aussi doux qu'il le paraissait.
mais son regard est devenu noir et creux comme la maison. Quand j'ai redressé le parapluie, que je l'ai fermé, que je l'ai mis contre un tableau sur lequel il y avait une femme habillée en noir. Il y avait une femme habillée en noir avec un petit chapeau en plumes. Il y avait une femme habillée en noir avec ce petit chapeau en plumes, en peau de lapin, et avec une voilette sur les yeux, qui regardait d'un air soupçonneur, ou d'un air soupçonneur, ou d'un air songeur, elle regardait sur le côté. Elle avait une voilette, un petit chapeau en peau de lapin noir, et elle avait des plumes noires sur son petit chapeau. Elle me regardait et elle avait le teint pâle. Quand, à côté, j'ai fermé le parapluie déchiré, et que les petits opossums et les ratons laveurs sont partis de la pièce, la femme a disparu. Mais elle est restée là par la fenêtre et elle m'a regardé du haut de la fenêtre en face de la maison, avec un regard noir et creux. Je sentais qu'à l'intérieur de mes poumons, ça devenait froid, et j'avais l'impression qu'elle était toujours assise sur le fauteuil. Dans ses souvenirs, et dans cette maison, en plus de moi, il y a cette femme. Il y a cette femme en plus de mes souvenirs et en plus de moi dans cette maison. Je l'appelle l'intrus. Elle se déplace avec une paire de ciseaux. De temps en temps, je la vois se déplacer avec un couteau, lame vers le bas. Le couteau a la lame vers le bas, et le couteau a aussi la lame de temps en temps vers le haut. De temps en temps, le couteau a la lame vers le haut, de temps en temps vers le bas. Je l'appelle l'intrus. Elle se déplace, la tête vers le bas. Elle ne regarde que ses pieds nus sur le sol, marcher. Derrière elle, elle laisse des traces de pieds. Derrière elle, elle laisse des traces de pieds, de la plante de ses pieds. Je vois qu'elle vient d'aller marcher dans la terre humide qu'il y a au bord du lac. Elle marche dans la maison, sans me regarder. Elle ne regarde que le bout de ses pieds. Elle ne regarde que le bout de ses pieds, que ses orteils. Elle ne regarde que ses pieds marcher, l'un devant l'autre, et se positionner les uns à côté des autres quand elle s'arrête. Quand elle s'arrête, elle se positionne pieds joints, et elle regarde en haut des escaliers. Je ne l'ai jamais vue auparavant, mais je ne connais pas son nom, alors je l'appelle l'intrus. L'intrus est une femme vêtue d'un drap blanc. Effectivement, j'ai regardé d'un peu plus près. C'est un drap de lit blanc. Et ce drap de lit blanc, je sais d'où il vient. Il y a une chambre avec un lit baldaquin, sur lesquels il y a de grands rideaux blancs, des rideaux en satin. Ces rideaux en satin, je les regarde. Il y a aussi une peau en daim, du daim, sur ce lit. Je suis un peu étonné de voir du daim sur ce lit, mais il y a cette peau en daim, il y a cette peau de bête, et il y a ce chapeau que j'avais vu sur la toile. Il y a ce chapeau que j'avais vu sur la toile sur laquelle j'ai positionné le parapluie. Elle vient toujours voir ce chapeau, et cette femme, avec ce drap de lit blanc sur les épaules, dans lequel elle a fait juste 2 trous à gauche et à droite pour pouvoir y passer ses épaules et le porter comme une robe. Elle a aussi un voile blanc sur la tête, pour ça que je n'ai jamais vu son visage. Ses longs cheveux qui lui arrivent jusqu'au bassin. Ses longs cheveux qui lui arrivent jusqu'en bas du dos, jusqu'au bassin, sont des cheveux noirs ondulés, des cheveux crôlés, ondulés, qui lui arrivent jusqu'en bas du dos, jusqu'au bassin, proche du coccyx. Je regarde les mèches de ses cheveux qui arrivent jusqu'à son coccyx. Le reste de ses cheveux est aussi grand que son dos, et lui arrive en bas de son dos. Je la regarde et elle avance. Je n'entends même pas le bruit de ses pieds contre le sol, mais derrière elle, elle laisse des traces de terre et de boue proche du lac. Proche du lac, elle laisse toujours ces mêmes traces de terre et de boue qui font la forme d'une plante de pied. Elles font la forme d'une plante de pied, mais il n'y a jamais les orteils sur la trace qu'elle laisse derrière elle. Il n'y a jamais les orteils sans la trace qu'elle laisse derrière elle. Il n'y a que la plante des pieds et le talon, car elle ne met jamais les orteils sur le sol. Elle avance, elle met son pied à plat sur le sol. Elle marche et elle ne dépose pas les orteils. Alors je ne vois que la plante de ses pieds, recouverte de boue, recouverte de terre, et recouverte d'eau qui viennent du lac et des marécages.
Elle marche et de temps en temps, elle a un couteau à la main, lame vers le haut ou lame vers le bas. Elle me regarde et de temps en temps se retourne, mais à cause du voile qu'elle a sur la tête, je n'ai jamais pu apercevoir comment elle est. Est-ce qu'elle est déformée d'un côté? Un jour, elle m'a regardé, elle s'est tournée vers moi. Elle a retiré son voile seulement d'un côté. Son visage était beau, féminin. Son visage était beau, était féminin. Il était radieux et lumineux, luminescent à travers toute la pièce. Son visage était luminescent à travers toute la pièce. Il était radieux, il était beau, il était féminin. Mais quand elle a remis son voile et qu'elle l'a tourné de l'autre côté, son visage était déformé, était brûlé au 3e degré. Son visage était recouvert de bleu, de veines et de cicatrices. Il était recouvert de veines et de cicatrices. Son œil était petit, plus petit que l'autre, et noir. Il était noir d'un regard noir et creux, comme la maison. Son regard était recouvert de cicatrices, de bosses, comme si quelqu'un l'avait frappé. Comme si quelqu'un l'avait frappé, de l'autre côté, son regard était amoché. Son regard était amoché, vide. Il n'y avait plus de vie dans son regard. Il n'y avait tout simplement plus de vie dans son regard, il était sombre et noir. Comme l'obscurité qui s'accroche au mur. Comme l'obscurité qui s'accroche au mur, il était sombre et noir, il y avait des cicatrices. Il y avait des brûlures, il y avait les veines qui dépassaient au travers des brûlures. Elle était brûlée, et son petit œil noir me regardait d'un air creux. J'avais peur, et j'essayais pertinemment, même si j'étais attiré par ce regard et la moitié de son visage. Même si j'étais attiré par la moitié de son visage, je regardais, et j'essayais pertinemment de regarder l'autre moitié, la moitié féminine, la moitié douce et belle, attendrissante qui me regardait, et qu'elle m'a montré la première fois. Elle a pris le chapeau en poil de lapin noir et en plume noire, et elle est partie dans l'autre pièce. Elle ne s'est pas retournée. Elle s'est assise, les jambes croisées, le dos tout contre les murs qui étaient en bois. Les murs qui étaient en bois sec. Les murs étaient en bois sec, même s'il y avait de l'eau, de la rosée du matin qui tombait. Il y avait de l'eau, de la rosée du matin qui tombait de la limite du plafond au-dessus duquel il y avait cette chambre sur laquelle il y avait le drap qu'elle portait sur son dos. Elle avait pris cet objet, ce chapeau, en lapin noir et en plume noire, avec une petite voilette sur les yeux. Elle le regardait et elle rigolait, comme si elle était devenue folle. Elle rigolait comme si elle était devenue folle ou comme si quelque chose lui faisait rire. En face d'elle, il y avait une boîte à musique qui s'était mise à jouer toute seule. Je me suis demandé pendant un instant si ce n'était pas ça. Elle est retournée dans les couloirs et quand j'ai fermé la porte, elle n'était plus là, plus assise par terre. Elle était dans un couloir, le regard fixe. Elle était dans le couloir, le regard fixe, par terre, regardant l'escalier. J'ai pris son couteau, mais elle s'est retournée vers moi. Je n'ai vu que la moitié de son visage brûlé. Il y avait l'esprit d'un homme. L'esprit de cet homme était coincé dans un costume 3 pièces. Il était toujours installé au même endroit, à croire que quelqu'un le déplaçait. À croire que quelqu'un le déplaçait, il avait été toujours placé au même endroit. Il était cintré, mis dans une armoire. Et je regardais ce costume 3 pièces qui avait été cintré. Sur un cintre, l'armoire, la porte dans laquelle il était cintré, restait toujours ouverte. Il y avait un fauteuil juste en face, et il y avait cette femme. Il y avait cette femme avec un chignon, les cheveux tirés vers l'arrière, des cheveux bruns très foncés, marron presque noirs. Des cheveux marron presque noirs, un teint pâle, des yeux bleus. Les cheveux tirés vers l'arrière, un chignon avec une attache dans les cheveux. Elle avait cette robe rouge, de la couleur rouge, de la couleur du vin rouge. Elle tenait un verre vide par la main, et elle regardait cette armoire ouverte, avec le cintre qui, lui, laissait pendre le costume 3 pièces. À côté, il y avait une petite boîte noire dans laquelle il n'y avait que des cravates. Il y avait une cravate bleu marine, lignée blanche. Il y avait une cravate bleu marine,
Il y avait une cravate entièrement rouge de la même couleur que la robe de la femme, et la femme regardait cette boîte ouverte, et elle regardait cette armoire ouverte, ainsi que le costume cintré, qui ne cessait de bouger. Un jour où j'ai été dormir dans cette chambre, je me suis effondré sur le lit. Je me suis effondré de fatigue. Je me suis alors couché, les mains en prière sur le dos, ma joue appuyée sur ma main droite, mes jambes repliées, ma joue appuyée sur ma main, les jambes en prière. Je regardais alors l'armoire ouverte. Cette femme était là et tenait en main un couteau. Quand la nuit est arrivée et quand la nuit a assombri et a obscurci tout l'intérieur, j'ai vu que la femme tenait un couteau, que le verre était posé par terre, que les cravates avaient été posées par terre, avaient été disposées par terre, comme si elles avaient été jetées par énervement. Le costume s'était tourné. Le costume s'était tourné vers moi. Il me regardait. C'était comme s'il y avait quelqu'un dans le costume qui me regardait encore une fois avec un regard vide et creux. Le costume était en train de me regarder, l'armoire était ouverte, la jeune femme à côté, avec ses cheveux tirés vers l'arrière et son attache dans les cheveux, tenait un couteau. J'entendais le bruit de la lame aiguisée. Elle avait une pierre dans les mains. Elle avait une sorte de brique. Une brique qu'elle avait sûrement pris à la maison. Cette brique avait dû être prise de la maison, des fondations qui étaient effondrées. Elle la tenait, et sèchement, elle passait le couteau sur la brique. Sèchement, violemment, contrairement à moi, je regardais le costume le costume 3 pièces. Et 4 mètres plus loin, 4 pas plus loin du lit. 4 pas plus loin du lit, il y avait cette femme, qui violemment et sèchement, avec cette brique grise qu'elle avait dû prendre aux fondations qui s'étaient écroulées. C'était une brique grise qu'elle avait dû prendre aux fondations qui s'étaient écroulées, notamment au mur en face de la maison, là où il y avait l'arbre sans lequel plus rien ne pouvait pousser. Elle regardait l'arbre et sèchement, elle aiguisait son couteau. J'étais saisi, à chaque fois j'étais saisi par le bruit. J'étais saisi par le bruit à chaque fois, par la porte qui grinçait derrière l'armoire dans l'autre pièce, par en face de moi le costume 3 pièces qui avait l'air de me regarder avec un regard vide et creux, la femme qui sèchement était en train d'aiguiser son couteau à la fenêtre, et moi je voyais les étincelles que faisait la brique avec le couteau et avec la lame en métal. Avec la lame en métal et avec la brique grise qui avait elle aussi été polie pour pouvoir lisser les couteaux. Je la regardais. Pour pouvoir acérer les couteaux, pour pouvoir lisser les couteaux. Cette brique avait été polie. Sur le champ, elle l'a pris par terre et l'a laissé tomber. Je me suis saisi et j'ai regardé le costume 3 pièces. Il y avait le visage d'un homme dans l'ombre, je n'apercevais qu'un de ses yeux. Je n'apercevais qu'un de ses sourcils, qu'un de ses yeux, que la moitié de son nez, des traits de son nez, de son visage, ses lèvres souriaient très légèrement. Il y avait un sourire qui commençait à se dessiner sur le coin de ses lèvres. Il souriait très légèrement. Peut-être qu'il souriait parce que sa femme était à la fenêtre. La pierre polie qu'elle tenait en main, le couteau qu'elle aiguisait, et tout ce qui tombait par terre, ce n'était que les lumières que faisait. Ce n'était que les lumières que faisait la lame du couteau, la lame en métal. Ces lumières, ce n'étaient que les petites étincelles. Que les petites étincelles que faisait la lame du couteau tombaient par terre. J'avais à chaque fois peur que ça prenait feu. Elle me regardait et s'est tournée. A pris la pierre qui avait été polie pour ça. Elle a pris le couteau, les a tous les deux jetés par la fenêtre, a fermé la fenêtre en guillotine qu'elle venait d'ouvrir. La fenêtre en guillotine s'est fermée. Quand la fenêtre en guillotine s'est fermée, qu'elle l'a fermée elle-même, elle a gardé les mains sur la fenêtre en guillotine. Et cette fenêtre en guillotine est restée là. Son reflet a commencé à se déformer. Son reflet a commencé à se déformer et l'ombre a commencé à prendre en puissance dans ses yeux noirs. L'ombre a commencé à prendre en puissance dans ses yeux noirs et son reflet s'est déformé jusqu'à en faire disparaître son visage, comme si même en face d'un miroir elle ne pouvait plus se voir. L'homme souriait et a mis un pas à l'extérieur. Quand l'homme a souri, il a mis un pas à l'extérieur, j'ai pu apercevoir son visage.
Il souriait effectivement parce que sa femme était assise avec un couteau et avec une pierre polie pour pouvoir acérer les couteaux. Elle était assise là avec sa pierre polie pour acérer les couteaux et pour pouvoir faire des étincelles en face de la fenêtre en guillotine. L'homme souriait et s'est avancé. Il s'est mis contre sa femme. Front contre front, il s'est mis contre sa femme. Sa femme l'a regardé et n'a dit qu'un seul mot. Un homme en grand manteau noir avec une hache est apparu derrière moi. Je me suis retourné et je n'ai vu que l'homme au costume 3 pièces et je n'ai vu que la femme à la longue robe rouge avec son couteau et sa pierre polie. La fenêtre en guillotine s'est réouverte et ils ont tous les deux disparu. Le costume 3 pièces est tombé et le cintre aussi. La fenêtre et la porte de l'armoire s'est fermée. Il y avait ce cadavre coincé dans une armoire. Il était recouvert de lettres, des lettres qui n'étaient pas signées, recouvert de cartes postales, recouvert d'enveloppes. Les enveloppes étaient peut-être vides, les cartes postales provenaient d'ailleurs, d'autres pays, d'autres villes, d'autres endroits. J'ai enlevé les cartes postales, j'ai enlevé les enveloppes et je les ai regardées quand je me suis mis par terre. Le cadavre a tourné les yeux. Sa peau était sèche. Le cadavre était sec, sa peau était sèche et était noire. Ses mains étaient repliées contre lui. Son abdomen était petit, tellement faible qu'on en apercevait la forme de ses poumons. Tellement faible qu'on en apercevait la forme de ses poumons, tellement faible que j'en apercevais sa cage thoracique se briser. Tellement faible que je le voyais. Je le voyais redresser ses mains et devenir de plus en plus faible avec les années. La journée, l'armoire était fermée. Je ne voyais pas le cadavre. La nuit, j'entendais les portes grincer. J'entendais les portes s'ouvrir. Une fois à l'intérieur, je voyais le cadavre qui lui tournait la tête vers le lit. Je me suis alors assis sur le lit et j'ai attendu. Il a tourné la tête vers le lit et son regard était face à la fenêtre. Son regard était face à la fenêtre et il a tourné la tête. Il m'a regardé. Je dormais et j'essayais tout de même de l'éviter. J'essayais de l'éviter et de ne pas faire attention. Lui, il me regardait, avec un regard froid, avec un regard noir, froid et creux, avec un regard qui n'avait rien à voir de celui d'un vivant. Rien à voir avec celui d'un vivant, il me regardait avec un regard froid, creux, sans intérêt. J'étais stressé, j'avais froid dans le dos, j'avais peur et mes poumons étaient resserrés l'un contre l'autre. J'avais du mal à respirer et quand je le regardais, j'avais l'impression qu'il était derrière moi, qu'il avait déjà sa main posée sur mon épaule. Je me suis tourné et je ne le voyais plus. La porte s'était refermée. La porte de ma chambre s'ouvre et je vois une main noire et quelques ongles tomber sur le sol. Je vois quelques ongles tomber sur le sol vide et une main noire retenir la poignée et ouvrir la porte. Lentement, la porte s'ouvre et le cadavre n'est plus dans l'armoire. L'armoire est ouverte. Je me demande où il est. Je repense alors et je retiens ça dans ma tête. Je retiens ça dans ma tête, la porte qui s'est ouverte et la main qui s'est mise contre. Je me demande alors s'il est derrière et je vais voir. Dans le couloir, j'aperçois une poupée blanche en porcelaine. J'aperçois une poupée blanche en porcelaine, exactement dans la même position que le cadavre. Les mains contre son torse à peine visible que je puisse en voir ses poumons se redresser l'un contre l'autre, à peine visible que je puisse en voir sa colonne vertébrale et que je puisse en voir ses côtes se briser. Je pouvais en voir ses côtes se briser, je pouvais en voir sa colonne vertébrale, je pouvais à peine voir ses lèvres commencer à se dessécher. Le cadavre était noir et j'arrivais à voir ses lèvres se dessécher. J'arrivais à voir son nez rétrécir avec le temps et j'arrivais même à voir sa mâchoire devenir de plus en plus petite.
J'arrivais à voir la peau noire de ce cadavre devenir de plus en plus faible et de plus en plus sèche, à tel point que j'apercevais la mâchoire commencer à se redresser sur la mâchoire supérieure et inférieure. La mâchoire inférieure et supérieure commençait à se redresser au fur et à mesure que la peau noire et que ce qu'il restait de chair commençait à tomber. J'arrivais à apercevoir les os qui commençaient à se redresser les uns contre les autres, les poumons qui commençaient à se remettre et se redresser les uns contre les autres, contre le cœur. Le cœur, lui, n'existait déjà plus. Il n'était plus que marbre et il n'était plus que pierre. Le cadavre était par terre allongé et la petite poupée juste à côté. Il y avait un jeune enfant, un nourrisson. Et ce jeune enfant, ce jeune nourrisson juste à côté, avait les yeux fermés, il était mort et sa peau était pâle. À côté, il y avait cette poupée de porcelaine dans la même position que le cadavre, les mains redressées contre son torse, et je pouvais en apercevoir ses côtes. Je pouvais en apercevoir ses côtes rétrécir et ses poumons se remettre contre son cœur qui n'était déjà plus que pierre. Il y avait ce mur. Il y avait cette pièce vide, dans laquelle il y avait 2 mains coupées. Ces 2 mains coupées avaient été vernies. Avec le temps, elles avaient été vernies. Quelqu'un était passé là après les avoir coupées. Encore une fois, j'ai regardé les mains. Il y avait des manchettes contre ses mains. Contre ses mains, il y avait des manchettes. Tout n'avait pas été entièrement coupé. Tout n'avait pas été entièrement épargné. Il y avait des manchettes autour de ses mains, avec des coussins à aiguilles pour pouvoir y mettre les aiguilles à coudre. Je regardais ses mains. Elles avaient été vernies, soigneusement vernies, comme si la personne voulait que son cadavre soit soigneusement habillé. Comme si la personne qui avait tué cette femme voulait que son cadavre soit soigneusement habillé. Par terre, il y avait un mannequin pour pouvoir faire des vêtements qui avait été posé. Juste le buste, c'était la seule partie du corps qu'il manquait. C'était la seule partie du corps qu'il manquait. Et le buste qui avait été posé par terre, un buste en tissu et en bois, sur lesquels les personnes qui font de la couture peuvent faire leur broderie ou alors leurs vêtements. Je regardais le buste, et les mains avaient été plantées avec de grands clous. À côté, il y avait une massue. Il y avait une massue à côté près d'un cadre qui était vide, et la vitre était brisée. Il y avait une photo, il y avait une grande photo, de la taille d'une page A3. De la taille d'une page A3, ensuite de la taille d'une page A4, ensuite de la taille d'une petite page, et puis de la taille d'une page d'un livre. J'ai regardé tous ces cadres avec la vitre brisée, la page d'un livre, la page A4 et la page A3, la page un peu plus grande qui ressemblait à un poster. Je les ai retournés, il n'y avait rien, ce n'était que des pages blanches. Ce n'était que des pages blanches, ce n'était que blanc. Il n'y avait rien dessus, même pas des mots, même pas d'écriture, même pas de nom, pas d'adresse, pas de prénom. J'ai retourné les pages autant de fois qu'il le fallait. Autant de fois qu'il le fallait pour trouver quelque chose, mais c'était seulement blanc. Les cadres, eux, n'avaient même pas été laissés ouverts pour pouvoir y mettre les pages qu'ils voulaient. J'ai donc retourné les cadres et en dessous des cadres, il y avait un nom gravé, un prénom gravé et une adresse gravée. Le prénom, le nom et l'adresse avaient été gravés sur chaque cadre. Chaque nom, chaque prénom, gravé dans un sens différent, sur le cadre. Je l'ai regardé et à côté, il y avait ce petit cadre. Et ce petit cadre, lui, n'avait même pas de vitre. Ce petit cadre n'avait même pas de vitre. Et à côté, j'ai aperçu une autre main duquel le pouce et l'index se rejoignaient. Les 3 autres doigts étaient posés par terre. Les 3 autres doigts étaient vernis d'un vernis rouge étincelant. Le pouce et l'index se rejoignaient, et je voyais qu'il y avait une aiguille à couper. Je voyais qu'il y avait une aiguille à couper, qu'il y avait des ciseaux à couturière, entre le pouce et l'index qui se rejoignaient. Des bruits étaient en train de résonner dans les murs, comme si quelqu'un se déplaçait. Comme si quelqu'un se déplaçait, des bruits résonnaient dans les murs.
comme s'il y avait des brouhahas derrière les murs. Comme des brouhahas derrière les murs, quelqu'un se déplaçait, comme des pas. Quelqu'un se déplaçait derrière les murs et devait très certainement m'observer. Je me suis avancé vers le mur que je regardais. Il y avait par terre, il y avait cette chose pour pouvoir faire des vêtements, ce buste en bois. Par terre, il y avait ce buste en bois. Il y avait ce buste aussi en tissu sur lequel on pouvait faire des broderies ou alors des vêtements. Cela dépendait de la couturière. Cela dépendait de la couturière, il y avait alors ce buste de femme en bois et en tissu sur lesquels on faisait des vêtements et des broderies. Je l'ai regardé, je l'ai tourné. Un nom, une adresse, et aussi le nom d'une maison avait été écrit sur le mur. J'ai décroché les mains qui sont toutes tombées par terre au même endroit. J'ai enlevé une main qui avait été placée derrière ce buste en tissu et en bois. J'ai regardé alors le nom de cette femme, le nom de l'adresse, le nom de la maison. Rien ne correspondait à l'endroit dans lequel j'étais. Je me suis retourné sur le buste qui avait été posé sur le côté, à côté du marteau, plus précisément de la massue. À côté du marteau, plus précisément de la massue, il y avait une flaque d'eau qui s'était formée en quelque temps juste en dessous. Je n'étais resté qu'une seule minute ou alors voire peut-être 30 à 40 secondes à l'intérieur de la pièce. Cela avait suffi pour qu'une petite flaque d'eau se forme en dessous de la massue et entre la pièce qu'il y avait derrière et entre le mur qu'il y avait contre la massue. Les cadres étaient tous contre les uns les autres contre le mur. La massue était entre les cadres et entre le mur. J'ai regardé chaque nom, chaque prénom, chaque adresse et chaque nom de maison. Rien ne correspondait. J'ai pris alors la massue et je l'ai traînée derrière moi. En fermant la porte, j'ai entendu un rire, mais je ne me suis pas retourné pour ouvrir la porte une seconde fois. Il y avait cette salle, où il n'y avait que des boîtes. Cette salle dans laquelle il n'y avait que des boîtes. Je les ai regardées. À l'intérieur, il y avait une femme au milieu de toutes ces boîtes qui me regardait. Cette femme au milieu de toutes ces boîtes qui me regardait pointait du doigt une seule boîte. Elle était en évidence à la fenêtre et le soleil venait frapper sur le dessus. Le soleil venait frapper sur le dessus, elle était en évidence à la fenêtre, et cette jeune femme pointait du doigt cette boîte. Évidemment, j'ai passé la porte, mais lorsque j'ai mis le pied à l'intérieur, quand j'ai mis le pied à l'intérieur, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis reculé alors d'un pas, sachant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et j'ai regardé cette boîte en évidence à la fenêtre. La femme la pointait du doigt encore une fois avec son autre bras. Décidément, j'avais l'impression qu'elle insistait. Je l'ai regardée et j'ai donc compris qu'elle insistait pour que je vienne l'ouvrir. J'ai marché, me retenant sur les boîtes par équilibre. Me retenant par équilibre sur les boîtes, je suis venu l'ouvrir. Une boîte s'est ouverte quand j'étais en train de marcher. Je l'ai regardée et j'ai plongé mes bras à l'intérieur. Il n'y avait que des anciens livres, notamment des Bibles, des Saintes Bibles. Notamment des Saintes Bibles, il n'y avait que des Bibles et je les ai regardées. Bizarrement, elles étaient tous ouverts au même verset, au même chapitre. Tous ouverts au même verset, au même chapitre, à la même page, au même endroit. Je les ai regardés et pendant un instant j'ai lu. Ensuite j'ai entendu un cri et j'ai entendu le rire d'un enfant et le pleur d'un bébé. J'ai entendu le pleur d'un bébé, le cri d'un enfant, le cri d'une mère qui venait de perdre son enfant. Un jeune enfant est passé derrière moi jouant avec une pelle de jardin. Jouant avec une pelle de jardin, il est passé derrière moi dans le couloir, j'avais laissé la porte ouverte, et cette femme était toujours en train de hurler. Je voyais sa bouche ouverte, et elle pointait cette boîte qui était en évidence à la fenêtre, une fenêtre en guillotine ouverte. Il y avait un lit par-dessus toutes les boîtes sur le côté à droite, le côté dans lequel je n'étais pas passé. Il y avait un lit au-dessus, il était retenu par une fenêtre en guillotine. Retenu par une fenêtre en guillotine, je le regardais, ce lit. Et il n'était pas encore tombé, pourtant la vitre était cassée. Mais la fenêtre était trop petite pour laisser passer le lit. Il était retenu donc par cette fenêtre en guillotine. Je me suis approché et j'ai retiré le lit vers moi. Cela a mis plusieurs minutes. 20 minutes,
30 minutes ou alors peut-être 40. Je n'ai pas compté. Au fil du temps, j'ai fini par perdre la notion du temps. J'ai fini par perdre la notion du temps, et c'est au fil du temps que je cherchais dans toutes ces boîtes, que j'ai tiré le lit vers moi. Effectivement, j'avais mis 40 minutes à tirer le lit. 40 minutes étaient passées, je le savais à cause de la pendule qui était en face de moi. Grâce à la pendule qui était en face de moi, je savais que j'avais mis 40 minutes à tirer le lit. Il était tombé sur le côté et j'ai vu que dans le matelas, il y avait une seconde petite boîte noire. C'était une petite boîte noire, le genre dans lequel on met une bouteille de vin pour offrir à table lorsqu'on est invité chez quelqu'un. Je regardais cette bouteille de vin. La bouteille de vin était vide, mais la boîte, elle aussi, était vide. Mais pas complètement. La boîte, elle aussi, était vide, tout comme la bouteille de vin. Toutes les deux étaient vides, effectivement. Je regardais donc la bouteille de vin, il n'y avait rien à l'intérieur, ni parchemin, ni mots, encore moins lettre avec les bouts de la lettre qui avait été brûlée. Avec les bouts, les extrémités de la lettre qui avait été brûlée, encore moins un mot qui avait été écrit, pas de lettre, pas de carte postale qui venait de quelque part, d'autre part, d'une autre ville, d'une autre maison ou alors peut-être d'un hôtel d'autre part. Il n'y avait pas de carte postale d'un autre pays, d'un autre endroit, d'un autre lieu sur terre. J'ai regardé, il n'y avait pas d'enveloppe, pas de mots, rien. J'ai donc cassé la bouteille pour pouvoir m'en faire une arme, mais elle a été difficile à casser. J'ai compris alors qu'elle était difficile à casser parce qu'à l'intérieur, il y avait cette pierre qui avait été polie. À l'intérieur, il y avait cette pierre qui avait été polie, cette pierre à aiguiser. Mais le couteau de la dame n'était pas là. Le couteau de la dame n'était pas là, je l'ai regardé. Un instant, j'ai pris la pierre qui avait été polie. Et la dame est apparue dans le couloir, elle était en pleurs. Je l'ai regardée, elle était en pleurs. Le jeune enfant est passé et s'est mis en face de moi. Le jeune enfant avec sa pelle de jardin est passé et il s'est mis en face de moi. La jeune femme qui était en pleurs avec sa robe rouge et avec ses cheveux tirés vers l'arrière avec son attache dans les cheveux, m'a regardé. Elle a tourné la tête et ses yeux étaient noirs, noirs, avides de rancœur et vides, aussi creux que la maison elle-même quand je l'ai regardée pour la première fois. Je l'ai vu et le jeune enfant s'est mis devant moi. Il m'a regardé, a mis son doigt sur sa lèvre supérieure et inférieure. Il m'a fait J'ai regardé derrière lui quand il a disparu. Il a sauté par la fenêtre et a enjambé la fenêtre en guillotine. Il a enjambé la fenêtre en guillotine quand j'ai regardé derrière moi. La jeune femme avait disparu mais avait laissé des traces, des marques de pieds, de plantes de pieds qui avaient été mises dans de la terre sombre. Ces marques de plantes de pieds qui avaient été laissées dans la terre sombre marchaient jusqu'à une chaise. Elle marquait son territoire avec la plante de ses pieds dans de la terre noire qui marchait jusqu'à une chaise. Cette chaise n'avait même pas de dossier, elle avait été cassée, et à côté il y avait un cadre sur lequel il y avait une femme qui regardait vers le haut. Elle avait un chapeau noir en peau de lapin noir avec des plumes et une petite voilette. Décidément, cette femme apparaissait sur tous les cadres. Elle avait laissé son terrain, et elle avait laissé son terrain de jeu. Cette femme peut-être jouait avec moi, insinuait-elle qu'elle aussi elle avait vécu ici et qu'elle avait passé son enfance ici comme le jeune enfant que j'ai vu. Elle n'arrêtait pas de répéter dans mes rêves, mes cauchemars, c'était une intruse. Je l'appelais l'intrus, elle n'arrêtait pas de répéter dans mes rêves, mes cauchemars, qu'elle avait vécu ici. Elle insinuait et elle prétendait avoir vécu ici comme moi. Le jeune enfant m'avait fait chut. Mais pourquoi m'avait-il dit chut? Je ne savais pas pourquoi il m'avait dit chut. J'ai alors continué à chercher cet enfant, mais je ne retombais que sur les traces de pas de cette femme, jusqu'à ce tableau. Jusqu'à cette œuvre d'art avec cette femme, avec son costume noir et son chapeau en peau de lapin, et ses plumes noires et sa petite voilette sur les yeux. Je ne retombais que tout le temps sur ce tableau, et je ne retombais que tout le temps sur cette chaise cassée, et je ne retombais que tout le temps sur cette femme que je cherchais. Elle pleurait, mais pourquoi pleurait-elle? Après tout ça, quand j'ai quitté la maison, je ne l'ai pas tout à fait quittée. Une fois arrivé à la gare, je voyais beaucoup de personnes avec leurs valises qui attendaient sur les côtés.
Moi j'apercevais encore ma maison au loin. Elle était entre les arbres, entre la forêt. Entre les arbres, entre la forêt, à l'intérieur de toutes les autres maisons qu'il y avait. Je me demandais ce qu'il se passait. Je regardais chez les gens, et c'était le soir. Je regardais chez les gens, chez les autres personnes en face de chez moi. Je me demandais ce qu'il se passait chez eux. Il y avait de la lumière, et j'ai vu une femme avec une ombre derrière lui. Derrière lui, un homme était avec une femme. Cette femme, derrière elle, il y avait une autre ombre. J'ai vu alors cet homme et cette femme arriver, se prendre par la main et s'accoupler ensemble. Ils se sont accouplés ensemble, ce devait être un couple, ou alors peut-être des amants. J'ai vu l'homme passer ses mains le long de l'épaule de la femme, laisser tomber ses mains et frotter très légèrement la paume de ses mains contre son bras, laissant ainsi tomber sa main sur son bassin. La jeune femme a fait pareil, mais dans le sens inverse. Elle a mis sa main à l'arrière de son dos, montant ainsi le long de son bassin, le long de ses mains qui devaient être rugueuses, de ses bras, montant ainsi le long de ses bras, de ses mains rugueuses, sur son épaule. Elle l'a embrassé et j'ai vu ces deux silhouettes s'accoupler. J'ai vu ces deux silhouettes s'accoupler, ce devait être des amants. De l'autre côté, il y avait une fenêtre avec un lit. J'apercevais le lit parce qu'il était grand, c'était un lit à baldaquin. C'était un lit à baldaquin, je l'apercevais d'assez loin, et je voyais qu'il y avait des draps noirs tout autour. Tout autour, il y avait des draps noirs, et je voyais que le bois avait été sculpté. Le bois avait été finement sculpté. Il y avait des volutes, il y avait des courbes. Je regardais ce lit à baldaquin et je me demandais qui avait pu dormir dedans. Qui avait pu dormir dedans? Et ce soir, qui va dormir dedans? Est-ce que ce sera ce couple ou alors ses amants? Est-ce que ce sera ces deux amants, ces infidèles qui ont peut-être trompé les personnes qu'ils aiment? Je les regardais et j'avais beau avoir l'impression de mettre ma main, de poser ma main dessus et de toucher la fenêtre. Je me disais que ce devait être une femme infidèle qui avait trompé son mari avec un autre homme, sur lequel elle avait posé ses mains, sur son bras, sur ses mains rugueuses remontant ainsi sur ses bras, ses avant-bras et ensuite sur ses épaules, passant sa main dans son dos. L'homme devait apprécier ça et la jeune femme, je ne sais pas. La jeune femme appréciait peut-être la caresse de l'homme qui descendait le long de son dos. Arrivée sur ses épaules, elle devait peut-être apprécier la caresse de l'homme. Je regardais l'homme qui passait ses mains contre son dos, contre son ventre, contre sa silhouette voluptueuse. Contre sa silhouette voluptueuse, il passait ses mains. La femme devait peut-être apprécier ça car je voyais qu'il y avait un sourire. Je voyais qu'il y avait un sourire, la femme appréciait ça. L'homme aussi. C'étaient des amants, je voyais qu'il trompait quelqu'un, mais ce quelqu'un n'était pas là. La maison, en bas, avait une grande porte d'entrée, qui elle aussi avait été finement sculptée. C'était une porte d'entrée noire. C'était une porte d'entrée noire et je voyais qu'il n'y avait pas de charnière. Il n'y avait pas de charnière, il n'y avait pas de serrure, il n'y avait pas de clé qui avait été tournée pour ouvrir. La porte n'était encore moins fermée ou encore moins ouverte. La porte n'était pas fermée. Elle n'était encore moins fermée que ouverte. Elle n'était pas contre, elle n'était pas entr'ouverte. Je regardais la porte, peut-être qu'il n'y en avait tout simplement pas, et que c'était l'obscurité de la maison à l'intérieur. Je me suis retourné un instant, l'impression d'avoir vu ces deux personnes à l'intérieur de chez moi. L'impression d'avoir vu ces deux personnes à l'intérieur de chez moi, je me suis retourné un instant, et là je regardais, elles n'y étaient plus. Elles n'y étaient plus, et ces deux personnes n'étaient plus là, entre les fenêtres, entre les ombres qu'il y avait par-delà les fenêtres, les rideaux blancs qui cachaient leur silhouette voluptueuse. Pour l'homme, c'était une silhouette rugueuse, pour la femme, c'était une silhouette voluptueuse et assez finement dessinée. Assez finement dessinée comme le lit en baldaquin, comme la porte ouverte, comme la porte de la maison et comme les fenêtres. Sa silhouette voluptueuse n'était plus dessinée dans le brouhaha qu'il y avait par-dessus les fenêtres et dans les brouillards qu'il y avait au-dessus des rideaux blancs. L'homme, avec sa silhouette rugueuse, lui n'était plus là non plus. J'ai regardé en bas et j'ai aperçu à la porte qui, elle, était ouverte à l'intérieur. On pouvait voir qu'il y avait des ombres et qu'il y avait des ombres à l'intérieur. À l'intérieur, j'apercevais des ombres d'enfants à l'intérieur,
qui était en train d'obscurcir et de rendre l'intérieur de la maison entièrement noir. Ces enfants sont sortis et commençaient à jouer dans une salle. Ces enfants sont sortis et les ombres de 4 enfants. Ces 3 ou 4 enfants, ces 5 petits-enfants sont sortis dehors et ils jouaient au bord de la marée. Au bord de la marée et au bord du lac, ils jouaient. Il y avait un endroit pour les enfants pour qu'ils jouent avec des cordes, avec des jeux pour enfants, des chevals à bascule et des tourniquets. Ils jouaient là, et les 2 amants, eux, ne prêtaient pas attention aux enfants qu'il y avait en bas. Seulement un homme avec un grand manteau noir est arrivé par la suite, mettant le feu à la voiture qu'il y avait dans le garage. Je le regardais, et cet homme est ressorti intact, avec son grand manteau noir et un chapeau noir, on ne pouvait apercevoir sa silhouette. Mettant le feu à la voiture dans le garage, refermant le garage derrière lui, de la fumée sortait par les garages et par les portes qu'il y avait sur les côtés, ainsi que par les fenêtres en guillotine qui étaient fermées. La fumée sortait et la voiture était en train de brûler. J'étais en train de penser si c'était une voiture en essence. J'étais en train de penser si c'était une voiture à essence, une voiture en essence, la maison allait exploser. J'étais en train de penser si c'était une voiture à diesel, la maison n'allait pas exploser mais tout juste prendre feu sous mes yeux. Je suis parti et je ne voulais pas voir ça. Quand je suis parti et que j'ai grimpé dans le premier wagon du train. Quand j'ai grimpé dans le premier wagon du train. Quand il est parti et que j'ai entendu le chemin. Quand j'ai entendu le chemin derrière moi et le wagon, ainsi que le train partir. Quand j'ai entendu le train partir, le wagon partir et se fermer, les personnes dire « en voiture » pour chaque personne. Quand j'ai entendu les personnes dire « en voiture » et crier « en voiture » et que les portes se sont fermées, derrière moi j'ai entendu le bruit sourd d'une explosion. Les derniers passagers sont rentrés, posant leurs valises au-dessus d'eux. J'ai vu le feu et la maison prendre feu. Les 2 silhouettes étaient décimées à l'intérieur des flammes. J'ai donc regardé une dernière fois la maison. J'ai dit au revoir maison. Je l'ai regardée une dernière fois. À la fenêtre, j'ai aperçu cette jeune fille qui me regardait. À la fenêtre, il y avait cette jeune fille qui me regardait. Mais quelque part, je sentais que la maison ne voulait pas que je l'abandonne. Je l'ai regardée une dernière fois, et là, j'ai pu dire « au revoir maison ». J'ai vu que la jeune fille a tendu le bras, a posé sa main sur la fenêtre. J'ai vu les dernières parcelles de terre. J'ai aperçu les dernières parcelles de terre, les derniers arpents de terre, je les ai vus. Et ces derniers arpents de terre que j'ai vus, je les entendais hurler et crier. Il y avait cette femme, l'intrus, à la fenêtre, qui me regardait. Elle avait le couteau, la lame vers le bas, appuyé contre la fenêtre. Le couteau, la lame vers le bas, le manche du couteau dans la main. Elle le serrait très fort, aussi fort qu'elle le pouvait, comme si elle me demandait de revenir. Comme si elle me demandait de revenir, elle le serrait aussi fort qu'elle le pouvait. Une autre femme à la fenêtre, une autre intrus. Une autre intrus à la fenêtre était là, celle avec son drap blanc sur les épaules, celle avec le drap du lit dans la chambre sur lequel il y a le cadre, il y a le tableau avec un cadre en dorure. Ce tableau avec un cadre en dorure, d'infime dorure très légère qu'on ne pouvait à peine percevoir. D'infime dorure très légère qu'on ne pouvait à peine percevoir et à peine toucher, à peine sentir que c'était de l'or. Je voyais cette femme qui hurlait et qui tournait son visage, qui tournait son regard vers la fenêtre pour pouvoir me voir partir. Toutes ensemble, elles regardaient le train qui s'éloignait, mais je sentais la maison tout de même se rapprocher et me regarder encore et encore. Je voyais qu'à l'intérieur des parcelles de terre de cette maison, je voyais que l'infime dorure du cadre, à l'intérieur la maison, derrière les portes et derrière chacune des portes, à l'intérieur de cette maison. Il y avait cette femme, avec ce chapeau en lapin, en peau de lapin noir, avec des plumes noires et une petite voilette sur les yeux qui me regardait. Je sentais cette femme avec le couteau qui me regardait. Elle avait le couteau qui était contre le sol.
Elle s'était assise par terre, elle pleurait. Agenouillée par terre, ses genoux étaient sur des morceaux de verre. Ses genoux étaient sur des morceaux de verre et il y avait un verre intact à côté, sur lesquels je voyais qu'il y avait un liquide comme du whisky. Il y avait une bouteille de whisky à côté, un liquide à l'intérieur comme si elle s'en était servi un verre. Elle était par terre et des morceaux de verre, des verres cassés en dessous, étaient sous ses genoux. Agenouillée par terre, elle me regardait par la fenêtre, mais elle était agenouillée par terre avec le couteau sur le sol. Elle le tenait par le manche et la jeune fille à la fenêtre hurlait des cris que j'entendais dans mes oreilles. Elle hurlait des cris pour me dire de revenir. Et ces cris qu'elle hurlait pour me dire de revenir, je les entendais dans mes oreilles. J'entendais des enregistrements de personnes qui pleuraient, qui hurlaient, des cris de douleur. J'entendais des cris de douleur, des enregistrements de femmes qui pleuraient la perte de leur enfant. J'ai donc vu cette fille prendre un VHS dans ses mains. Elle a pris une cassette qu'elle a rebobinée. Cette cassette qu'elle a rebobinée, elle l'a prise dans ses mains. Elle l'a prise en main et j'ai vu que c'était une VHS normale, comme toutes les autres sur lesquelles il n'y avait pas d'écrit. Il n'y avait rien d'inscrit sur la cassette VHS. Mais dans la cachette de cette jeune fille, il y en avait plein. Elle a donc pris la VHS qu'elle a tenue en main. Et cette petite cassette sur laquelle il n'y avait rien inscrit, elle l'a tenue en main, j'entendais ses cris, j'entendais ses hurlements, j'entendais les pleurs et j'entendais l'effroi et j'entendais la perte de ses parents. Ses parents qui hurlaient l'effroi et la peur de ses parents, qui au travers de cette cassette VHS qu'elle me faisait part, au travers de ses hurlements et de ses cris, de ses peurs qui étaient en train de s'estomper plus le train partait. Plus le train partait, plus ses cris, plus ses hurlements, plus la peur de ses parents, plus son effroi et plus sa peur se disloquait. Sa peur se disloquait et finissait par se détruire, tout comme le cadavre qui ouvrait les portes dans la chambre. Le cadavre séché avec ses mains recroquevillées contre lui-même. Ses mains recroquevillées contre lui-même, ses poumons qui étaient asséchés et affaiblis l'un contre l'autre, et aussi sa cage thoracique qui se resserrait. Et sa mâchoire qui se resserrait et ne daignait même pas se montrer. Le cadavre, ses yeux ne daignaient même pas se montrer à la fenêtre, mais sa mâchoire supérieure était contre la mâchoire inférieure qui, elle, était asséchée et assaillée Elle était assaillée autant que asséchée. Sa mâchoire et ses côtes étaient assaillées autant que asséchées. Je regardais et je voyais encore ces images au travers de mes yeux. J'avais l'effroi et les cris de ces personnes au travers de mes yeux et mes oreilles entendaient encore les hurlements de cette fille qui me faisait part d'un VHS au travers desquels j'entendais les intrus qui pensaient vivre ici depuis longtemps alors que c'était la maison de mon enfance. Ces intrus qui pensaient vivre ici alors que c'était la maison de mon enfance n'étaient que des personnes qui n'ont subi le meurtre d'un copycat. Ce n'étaient que des personnes qui n'ont subi que comme moi le meurtre d'un copycat. Une personne qui a copié un tueur, cela a poussé alors à me tuer et m'entretuer. Cela a poussé ces personnes à se tuer et à s'entretuer comme moi, car elles ont subi le meurtre d'un copycat. Je suis parti et dans le train avec une seule éraflure sur le bras, avec une seule larme qui est tombée sur mon épaule, sur ma joue, et qui a glissé de mon œil sur ma joue, ensuite sur mon épaule. J'ai penché la tête sur le côté et j'entendais encore les hurlements et l'effroi de la maison.